régulièrement des informations et c'est à ce titre que nous revenons ce soir devant la nation et devant vous avec le ministre de la Santé qui est habitué maintenant des plateaux télé parce qu'il est fait tous les jours, parce que nous avons fait le choix dès les premiers jours d'être transparents. Vous vous souviendrez que lundi dernier, nous étions chez le président de la République lui-même qui pilote et qui suit de près la stratégie des ripostes pour que l'expérience que nous avons accumulée et notre expertise puissent servir dans le cadre de cette nouvelle épidémie. Monsieur le ministre de la Santé, bonsoir. Bonsoir. C'est bien de vous avoir encore à nouveau parce que vous savez mieux que moi que l'information dans le cadre spécifiquement de la gestion de cette épidémie fait partie du traitement et de la prévention. Et donc ce soir, nous voulons faire avec vous non pas seulement le point de la riposte 11 jours après, mais aussi de répondre à des préoccupations qui sont multiples au niveau des médias, au sujet de nos moyens, de la riposte, comment elle s'organise sur le terrain, et surtout rassurer, parce que plus on entend de chiffres, plus certains ont peur. Et donc vous, en tant que spécialiste du sujet, vous pourrez ce soir nous donner des éléments précis qui nous permettront de bien communiquer sur notre stratégie des ripostes. Mais bien avant, Monsieur le Ministre, peut-être qu'il faut commencer par nous faire le tableau de la situation au 11e jour de l'épidémie, sur les différents cas que vous avez enregistrés. Et puis, plus tard, évidemment, après vos commentaires introductifs, nous pourrons prendre les questions de nos amis de la presse qui sont mobilisés encore ce soir. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci à tous d'être là pour ce point de briefing. Je voulais d'abord commencer par présenter mes très, très sincères condoléances aux familles qui sont éprouvées, mais ce soir particulièrement aux familles de nos prestataires de soins, médecins, infirmières, hygiénistes, ceux qui sont malheureusement tombés au front. Je crois que ce sont nos héros et nous le vivons à chaque épidémie, mais je pense qu'il est important que la communauté tout entière, la République tout entière reconnaisse le travail des prestataires de soins, de ceux qui sont en train de protéger la nation. On sait que les militaires protègent la nation, mais les médecins, les infirmières, les prestataires de soins protègent la nation. Je voudrais vraiment commencer par ça, parce que nous avons encore eu, pas plus tard que hier encore, un de nos confrères qui est tombé de cette maladie. Et donc, c'est vraiment avec gravité que je voudrais commencer cette émission. Cependant, c'est notre engagement en tant que médecin, en tant qu'infirmière, d'être au contact des malades, mais c'est notre responsabilité en tant que pouvoir, en tant que décideur, de donner les meilleures conditions de travail et les meilleures conditions de vie. Et je peux vous assurer que le ministère de la Santé travaille sérieusement pour améliorer les conditions de nos médecins et de nos infirmières et de tous nos prestataires de soins. Je voudrais donc commencer en leur rendant hommage aujourd'hui. Merci. Par rapport à la maladie, comme vous le savez, Ebola, c'est une maladie grave, étant donné surtout le taux de mortalité que cette maladie peut entraîner. Nous sommes avec Bundibugyo un peu moins létal que Zaïre, et c'est un avantage, mais cet avantage-là doit être contenu en maîtrisant le nombre de cas, parce que même si le taux de létalité est inférieur à la moyenne des autres taux de létalité, notamment de la souche Zaïre, le nombre de personnes peut faire que le nombre de décès aussi est élevé. Donc je voudrais vraiment rappeler cela. Alors l'épidémie, en 11 jours après la déclaration, mais probablement peut-être un peu plus quand on prend le temps de contamination, enfin le temps de latence entre le moment où on est contaminé et le moment où la maladie arrive. Donc
qui est de 21 jours au maximum. Donc on ne sait pas pour chacun combien de temps ça prend. Donc on va dire à 11 jours de déclaration et même un peu plus à partir du moment où les symptômes ont sûrement commencé, où les personnes ont été contaminées, on va dire qu'on est encore au début d'une épidémie. Parce qu'une épidémie, on sait quand ça commence, on sait que ça évolue dans une espèce de courbe comme ça où le nombre de cas monte, atteint un pic, et puis ce pic-là se maintient, ce qu'on appelle un plateau, et puis ensuite on voit une recrudescence. C'est ce que nous avons vu avec toutes les épidémies. Et donc nous sommes encore dans une phase de croissance du nombre de cas, que ce soit le nombre de malades ou le nombre de décès. Mais notre riposte fera que ce temps-là est plus ou moins long. Donc l'efficacité de notre riposte, c'est ça qui va faire que le temps est plus ou moins long. Alors, au total, aujourd'hui, encore une fois, les chiffres que je vais vous donner, ce ne sont pas des chiffres définitifs. Vous savez qu'on met à jour les chiffres tous les jours. Et c'est souvent en fin de journée qu'on finit par dire « Ok, pour cette journée, on a eu autant ». Donc souvent, ce que je fais, c'est que je vous donne les chiffres de la veille parce que les chiffres du jour n'ont pas encore été tous consolidés. Nous sommes autour des cas symptomatiques. Encore, avant cela, je donne encore un deuxième élément que je rappelle tout le temps. Les informations que nous vous donnons quand on dit les cas probables, ça veut dire que ce sont des cas qui présentent des symptômes qui pourraient être Ebola. Et donc nous comptons le maximum. Nous avons décidé au niveau du gouvernement, sous la décision du chef de l'État, d'être le plus transparent possible pour qu'on ne dise pas vous avez caché tel chiffre. Donc les chiffres que nous vous donnons sont les chiffres de tous les malades suspects qui présentent des symptômes que nous pourrons dire que ce sont des symptômes d'Ebola. Et nous sommes autour de 1000 personnes qui présentent ces symptômes. Alors, 1000 personnes qui présentent, encore une fois, ce n'est pas un chiffre juste pour aller dire c'est 1000 personnes. C'est vraiment les chiffres que nous sommes en train de consolider. Hier, nous étions à 900 quelque chose, et donc je dis 1000 parce que nous consolidons les chiffres. Mais nous sommes autour de 1000 personnes qui sont touchées aujourd'hui, qui présentent des symptômes. Dans ces 1000 personnes-là, combien ont été confirmés Ebola? C'est 101 personnes. Ça, c'est confirmé. Alors, je vais d'abord rester sur ce point-là pour donner une autre information. Quand nous prenons des tests et que nous les réalisons, on se rend compte qu'on est autour de 30 à 35% des tests qui sont positifs. Vous comprenez que tous ces échantillons que nous prenons, nous disons que celui-là présente un symptôme, on va l'amener, on va tester. Eh bien, on a un peu plus d'un tiers, un tiers ou peut-être 40% qui sont positifs. Les autres sont négatifs. Et quand nous recontrôlons que ça reste négatif, nous disons que ce n'est pas Ebola. Ce que nous ne faisons pas encore maintenant parce que nous sommes au début, c'est que nous ne vous disons pas maintenant celui-ci n'est plus Ebola parce que nous devons nous assurer qu'avant de dire cela, eh bien, la personne n'est vraiment pas touchée. Ce qui fait que quand on vous dit 900 personnes, 1000 personnes, c'est le maximum de personnes que nous avons identifiées. Donc ça, c'est le nombre de personnes éventuelles qui sont touchées. Maintenant, quand nous regardons le nombre de personnes décédées, encore une fois, décès probable, nous sommes autour de 200, 220 personnes que nous pouvons dire « Oh, son décès est probablement lié à Ebola ». Maintenant, quand nous regardons les personnes décédées dont les tests sont positifs, donc nous sommes sûrs de ça, eh bien, ils sont autour de 17. Donc vous voyez pourquoi est-ce que nous sommes prudents quand nous donnons les chiffres. Maintenant, nous regardons un autre chiffre qui est très important, c'est le nombre de personnes qui ont été en contact avec les malades. Parce que je rappelle que Ebola se transmet par contact. Quand nous regardons le nombre qui ont été en contact, nous sommes autour de 3600 personnes. Donc nous savons qu'il y a à peu près 3600 personnes au jour d'aujourd'hui qui ont été en contact de manière plus ou moins importante avec les malades. Et là-dedans, nous classifions maintenant les contacts sévères, les contacts à très haut risque. Par exemple,
une maman qui gardait son mari, ou qui gardait un enfant, ou un mari qui gardait sa femme. Ces contacts-là, eux, sont des contacts à haut risque. Et puis, il y a aussi des contacts, par exemple, des personnes qui travaillent ensemble avec quelqu'un qui est malade. Et puis ensuite, il y a des contacts, on va dire, occasionnels. Et donc, nous devons classifier tout ça pour dire combien de contacts nous devons suivre pour voir s'ils développent des symptômes. Et donc, au total, nous sommes autour de 3600 personnes, contacts, que nous surveillons. Donc ça, c'est le tableau aujourd'hui. Monsieur le ministre, excusez-moi, vous allez continuer, mais la pédagogie, elle est très importante. Vous parlez des cas contacts, vous parlez des cas suspects, vous parlez des personnes en traitement, des cas en traitement, et vous parlez des personnes décédées. Donc, les cas contacts, peut-être qu'il faut spécifier, des personnes qui ont été en contact d'une manière ou d'une autre avec une personne. Qui ne sont pas malades. Qui ne sont pas malades. Qui ne présentent aucun signe. Et ces cas contacts, on arrive à les répertorier parce que justement, nous suivons au cas par cas. Oui. Lorsqu'on rencontre, par exemple, Madame X, Madame X peut vous dire, je vis dans une famille de 6 ou 7 personnes, et on fait comme une forme de traçabilité qui permet aujourd'hui d'arriver à ces nombres-là. Pardon de l'instruction, mais la pédagogie est nécessaire pour que les uns et les autres comprennent la stratification de différents. Très bien. Et donc, rapidement, les cas contacts n'ont pas de symptômes. Donc, quand je dis 3600 personnes, on dit, oh, eux, il faut qu'on ait l'œil ouvert parce qu'ils n'ont pas de symptômes, mais à un moment ou un autre, d'une manière ou d'une autre, ils ont été en contact avec un malade. Nous sommes autour de 3600 personnes. Il y a un autre chiffre que je ne vous ai pas donné, c'est combien de personnes sont aujourd'hui isolées parce qu'ils ont des symptômes ou carrément traitées parce qu'ils sont malades. Nous sommes autour de 230 personnes qui sont traitées aujourd'hui dans les centres de soins. Donc ça, ce sont les chiffres par rapport aux personnes touchées ou aux personnes contacts ou aux personnes que nous pouvons soupçonner, mais aussi au décès. Il y a un autre chiffre très important, et celui-là, j'aimerais aussi le répéter, c'est combien de provinces sont touchées. Il y a 3 provinces qui sont touchées, quasiment depuis le début jusqu'à aujourd'hui. C'est l'Ituri, c'est le Nord Kivu et c'est le Sud Kivu. Je rappelle ici, devant tout le monde, qu'il n'y a pas de cas en dehors de ces 3 provinces. Est-ce que nous recevons des alertes d'autres provinces? Oui, parce que maintenant, il y a beaucoup d'inquiétudes. Nous recevons beaucoup d'alertes. Les gens qui nous disent, oh, on a vu quelqu'un qui présente tel symptôme, et même des médecins qui nous disent, j'ai eu un tel cas, et nous les contrôlons. Je peux vous assurer qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de cas en dehors de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Donc ce sont les 3 provinces les plus touchées. Un autre chiffre important pour nous, ce sont les zones de santé qui sont touchées. Au total, pour l'Ituri, nous avons 7 zones de santé. Je vous rappelle que l'Ituri a 36 zones de santé. Donc nous avons 7 zones de santé qui sont touchées dans l'Ituri. Nous avons 3 zones de santé qui sont touchées dans le Nord Kivu et nous avons une zone de santé touchée dans le Sud Kivu. Voilà à peu près, en termes de chiffres, en termes de tableau d'aujourd'hui, où on en est avec Ebola à ce jour. Monsieur le ministre, avant qu'on ne prenne les questions de journalistes, est-ce que vous pouvez dire ce que nous faisons, en dehors de ces screenings, de ces suivis que nous faisons sur les cas, sur terrain aujourd'hui, à Bunia, dans les zones qui sont affectées, qu'est-ce qu'il y a? Alors, je rappelle d'abord que, contrairement à Ebola Zaïre, nous n'avons pas de vaccin. Donc, nous ne vaccinons pas non plus. Je rappelle que nous n'avons pas de médicaments spécifiques contre Ebola Bundibugyo. Mais, et ça c'est une nouveauté que peut-être beaucoup de gens ne savaient pas, c'est que les Américains avaient développé, comme notre traitement contre Zaïre, ils avaient développé un traitement, donc ce qu'on appelle un anticorps monoclonal, qui a agi sur un test, qui a agi sur les 3 types d'Ebola, c'est-à-dire Zaïre, Soudan et Bundibugyo. Et donc, nous sommes en négociation actuellement, pas en négociation, nous avons demandé aux Américains de nous disponibiliser cette molécule-là pour pouvoir traiter les malades. Parce qu'ils en ont.
Donc nous avons fait la demande officielle, on a déjà échangé beaucoup avec eux. Je pense que dans les jours qui viennent, on va voir. Mais en fait, on ne va pas traiter les malades directement, on va faire ce qu'on appelle un essai clinique. Parce que ça a été testé en laboratoire, ça a passé toutes les, on va dire, tous les stages d'évaluation. Mais comme il n'y avait pas d'Ebola autre que Zaïre, ça n'avait pas été utilisé. Donc nous allons utiliser, si les Américains nous en disponibilisent, cet anticorps monoclonal pour pouvoir traiter les malades. C'est vraiment pour les gens qui sont malades. Nous avons aussi les antiviraux, les médicaments contre les virus en général, que nous avons aussi demandé, mais ça, c'est des médicaments, on va dire, qui s'attaquent au virus de manière générale. Donc ça, c'est par rapport à la prise en charge. Mais en attendant, la prise en charge se fait de manière symptomatique. C'est-à-dire que le malade qui est déshydraté parce qu'il a une gastro-entérite, il a une diarrhée, il faut le réhydrater. Le malade qui a, bien entendu, développé une détresse respiratoire, il faut s'occuper de la détresse respiratoire. Le malade qui a développé une grosse anémie parce qu'il a perdu beaucoup de sang, il faut le prendre en charge sur ce plan-là. Cela veut dire qu'il y a des traitements, mais ce n'est pas un traitement spécifique contre le virus. Et c'est ce traitement-là que nous déployons. Donc, nous avons ce qu'on appelle le pilier de la prise en charge dans ce que nous faisons. Nous avons aussi le pilier de ce qu'on appelle la CREC, c'est-à-dire la communication de risque et l'engagement communautaire. Comme je vous parle là, nos agents sont sur terrain, ont rencontré des chefs coutumiers, ont rencontré des évêques, ont rencontré des élèves, ont rencontré des ONG pour mobiliser les communautés parce que le message de protection, c'est-à-dire éviter le contact, est très important et c'est le meilleur moyen de se protéger. Et aussi le message pour éviter les enterrements qui ne sont pas sécurisés. Et c'est très important les enterrements sécurisés parce que le décédé, le mort, produit encore la contamination parce qu'il a des sécrétions sur son corps. Et ce sont ces sécrétions, quand on les touche, on attrape le virus. Donc, le pilier de la communication est très important. Le troisième pilier, bien sûr, c'est tout ce qui est recherche des cas contacts. Parce que vous comprenez que quand on retrouve le cas très rapidement, on le diagnostique en faisant le test, et le test, le laboratoire, c'est un autre pilier. Et quand on l'a diagnostiqué, on doit l'isoler. On doit vraiment, vraiment l'isoler pour éviter le contact avec les autres. Vous savez que c'est en isolant, notamment en refusant de remettre le corps d'un décédé à des jeunes qui étaient venus demander, ce qui a créé un problème au niveau de Rwampara et de Mongwalu aussi. Les jeunes s'étaient fâchés parce qu'ils pensaient qu'ils avaient le droit de prendre leur corps et d'aller enterrer, mais c'était vraiment une grosse prise de risque que nous avons refusée. Donc, toute la riposte que nous sommes en train de déployer, elle est déjà en train de se mettre en place très, très rapidement. Vous vous rappelez que le dimanche 17, moi, je suis descendu sur place avec plus de 5 tonnes d'équipement. Le lendemain, l'UNICEF a ramené. Jeudi, on reçoit encore 100 tonnes d'équipement. Donc, nous sommes vraiment en train de déployer la riposte à grande échelle à tous ces niveaux-là. Nous avons besoin de tester au maximum. Donc, nous disponibilisons les intrants et aujourd'hui, on a eu 2000 tests qui devaient encore partir et demain, il y en a encore 4000 autres qui vont partir. Donc, nous sommes vraiment en train de déployer la riposte au niveau de toute cette zone-là. C'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Donc, la riposte, elle est multisectorielle. Elle porte à la fois sur le suivi des cas, elle porte aussi sur la sensibilisation communautaire, telle que vous avez vu les images, mais le fait que nous vous parlons ce soir fait aussi partie de la riposte, donc vous êtes aussi une composante essentielle dans la lutte contre cette épidémie. On va commencer la série des questions avec M. John Kanyunyu, qui sera suivi de M. Thomas Ribaud. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour la parole.
Ma question s'adresse encore au ministre de la Santé. Je ne sais pas si mon micro donne. Monsieur le ministre, il se pose toujours le problème du matériel de protection pour les personnels soignants. Vous nous parlez des tonnes de matériel envoyé sur place à Bunia, mais sur le terrain, il y a certaines structures de santé qui n'en ont pas. Et pour preuve, aujourd'hui, leur syndicat ou leur coordination est allé voir le gouverneur de province, lui présenter ses problèmes. En quand, monsieur le ministre, le dispatching de tous ces matériels-là, parce qu'avec le décès des 3 médecins et des infirmiers, ça fait peur dans la communauté. Et j'ai parlé même à un infirmier avant de venir ici, monsieur le ministre, il me dit, quand vous aurez l'occasion de parler au ministre dans le briefing, dites-lui que, en tout cas, ça ne va pas ici. Parce que si nous, infirmiers, on parvenait à mourir, qui va soigner la population? Quel message vous adressez ou vous donnez à ces infirmiers qui vous écoutent en pareil moment? Et pour la sensibilisation, en tout cas, selon nos sources sur place, que ce soit à Rwampara, que ce soit à Mungwalu, à Bunia Centre, à Nyankounde, et même à Wicha aujourd'hui, c'est au Nord Kivu, on nous a parlé d'un cas confirmé à Wicha, c'est le chef-lieu du territoire des Bénis, même à Butembo, peut-être à Goma aussi. En tout cas, les équipes pour la sensibilisation, elles ne sont pas visibles. Qu'est-ce que vous faites pour déployer les gens sur terrain pour sensibiliser la population? Parce qu'avec des cas contacts et des contacts qui sont dissimulés dans la communauté, cette épidémie risque de durer le plus longtemps possible. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Alors, tout à fait vrai que il y a des plaintes encore, et vraiment, moi, j'ai toujours tendance à... moi, je vous dis toujours la vérité, hein, je ne vais pas vous raconter des histoires. On a amené beaucoup de matériel. Nous sommes en train de déployer ce matériel-là. Vous comprenez que nous sommes en train de déployer dans plusieurs zones de santé en même temps. C'est de la logistique. Et ça fait 8 jours. Vous vous rappelez que je suis arrivé le 17, ça fait 8 jours. En 8 jours, pour déployer toute la logistique. Le matériel est arrivé. Donc, ne vous inquiétez pas, vraiment, le matériel est arrivé. Il faut rassurer les infirmiers, il faut rassurer les médecins que vraiment, nous sommes en train de déployer. Ce matériel ne va pas arriver et puis nous le gardons. Ça n'a aucun sens. Sauf que ce sont des tenues à usage unique. Donc, on déploie des grosses quantités en même temps sur des grandes distances. Parce que, comme je vous ai dit, les zones de santé qui sont touchées dans la province d'Ituri, c'est vraiment la province d'Ituri qui a le plus de cas, eh bien, il y en a 7 zones de santé. Et donc, vous comprenez qu'on doit déployer tout ce matériel à toutes ces distances en même temps, ce qui fait que parfois ça prend quelques jours, mais le matériel est arrivé. Vraiment là, vos équipes peuvent vraiment le vérifier. Les quantités de matériel que nous avons envoyées, je pense que tout le monde sera protégé. Encore une fois, en 8 jours, pour déployer tout ce matériel-là, ça prend un petit peu de temps logistique. Alors, par rapport à la sensibilisation, notre responsable du CREC, de la communication de risque, est sur place. J'étais avec lui à Kampala. De Kampala, il est rentré directement, il est sur place. Ils ont, comme je vous ai dit là, vous pouvez le vérifier, on a vu des évêques, mais on n'est pas encore arrivé partout. C'est pour cela que d'autres types de médias, c'est-à-dire les radios communautaires, c'est-à-dire les médias comme celui-ci, sont nécessaires. Et bien entendu, oui, il faut que tout le monde en parle. Et c'est pour ça que régulièrement, moi-même, j'en parle, et c'est pour ça que régulièrement, on organise. La sensibilisation, c'est vraiment le maître mot. En 8 jours, c'est vrai qu'on a des endroits où les gens vont vous dire « ce n'est pas encore arrivé chez nous », c'est que je reconnais tout à fait. Et donc, il y a un gros défi logistique. Le ministre a commencé par rendre hommage, avant qu'il n'ait dit ses premiers mots, à ces personnels médicaux, justement, qui s'est dédié dans des conditions difficiles. N'oubliez pas que nous avons les contraintes logistiques qui sont ce qu'elles sont, mais n'oubliez pas aussi que, d'autre part, nous avons une détermination qui fait que les matériels doivent être acheminés partout. C'est pour ça que la sensibilisation communautaire est importante, parce que nous savons que nous avons vu à Rwampara, ce que nous avons vu à Mungwalu, c'est ce qu'il ne faut justement pas faire. C'était une destruction des centres de traitement qui ont déjà été mis en place. Et donc, de ce point de vue, nous sommes notamment en discussion avec les élus
des Litouries, mais nous l'étendrons d'ailleurs à la discussion avec les élus d'autres provinces pour que dans la sensibilisation communautaire, que tout le monde se mette en mouvement. Ici, il faut rassurer les uns les autres. Nous rappelons que nous avons l'expérience et l'expertise en la matière, mais ça requiert du temps. Peut-être que le ministre l'explicitera mieux ici. Hier, lorsque nous discutions, il me disait, pour cette épidémie, nous sommes peut-être au niveau 3 ou 4, mais ce sera entre 3 et 6 mois pour nous permettre, évidemment, de déployer tous les dispositifs et de s'assurer que les soins sont donnés. De toute évidence, il aura l'occasion de revenir dessus. C'est pour ça que vous, les journalistes, et tous ceux qui nous suivent, et tous les leaders sociaux, c'est les moments pour les uns les autres de se mettre dans la dynamique. Évidemment, on mettra les éléments d'information à votre disposition. On va prendre les questions de M. Thomas Ribaud, qui sera suivi de M. Gloire Féféré. Bonsoir, messieurs les ministres. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. J'ai eu cet après-midi au téléphone un ancien pionnier d'Ebola, le docteur Vital Mondongué, et il m'a déclaré ceci: l'éducation sanitaire des Congolais est faite lors des flambées épidémiques, mais beaucoup moins après. On devrait la renforcer en toute saison. Est-ce que vous partagez ce constat? Vous dites vous-même que la sensibilisation est le maître mot. Est-ce qu'il n'y a pas une piste d'amélioration à avoir, comme le dit M. Mondongué, sur la sensibilisation lorsqu'il n'y a aucune épidémie? Merci beaucoup. Alors, je vais vous répondre à cela de manière organisationnelle. Quand je suis devenu ministre, je me suis rendu compte que notre système de santé avait une faiblesse. Et cette faiblesse-là, ce sont ce qu'on appelle les relais communautaires. Les relais communautaires sont ces personnes qui vivent dans la communauté et qui sont responsabilisées pour s'occuper de cette communauté. Et nous avons calculé que pour notre pays, nous allons avoir besoin de 60 000 relais communautaires. Un relais communautaire s'occupant de 500 familles et qui passe son temps, et il est payé pour ça, qui passe son temps à sensibiliser au niveau de la communauté, mais aussi à remonter l'information pour que la surveillance soit meilleure. Je peux vous assurer qu'au mois de juillet, vous pouvez vérifier avec l'UNICEF, nous travaillons depuis l'année dernière pour engager 60 000 relais communautaires. Et le processus va bientôt se terminer parce qu'on embauche au mois de juillet. On n'avait pas anticipé qu'il y aurait l'épidémie maintenant, mais c'était pour justement la surveillance épidémiologique et surtout la communication au niveau communautaire. Parce que ce qui se faisait jusqu'à présent, c'est que les relais communautaires étaient utilisés de manière, on va dire, ponctuelle quand il y a une campagne de vaccination, quand il y a une campagne de distribution des médicaments, par exemple pour les maladies tropicales négligées, quand il y a une campagne de distribution de moustiquaires. Et c'est là qu'on... Alors j'ai dit non, il faut que ce soit un corps constitué qui travaille en permanence. Et surtout s'il est digitalisé, ça nous permet, là on aurait remarqué, parce que le relais communautaire nous aurait dit, dans mes 500 familles, parce que chaque relais communautaire a une responsabilité de 500 familles, donc 3000 personnes, il nous aurait déjà dit, dans mes 500 familles, il y a eu 3 décès, il y a eu 4 décès. On aurait réagi plus rapidement, au lieu d'attendre l'alerte communautaire qui, elle, dépend un petit peu de la rumeur. Et donc, oui, je suis d'accord qu'il y a matière à amélioration, mais nous le faisons parce que nous mettons les relais communautaires, nous les rendons maintenant des travailleurs du ministère de la Santé, comme tous les autres travailleurs, pas seulement des personnes qu'on utilise de manière ponctuelle et qui ne sont pas finalement dans la communauté parce qu'ils viennent, ils vont en fonction des campagnes, que ce soit de vaccination ou de distribution des médicaments. Oui, je suis d'accord avec lui, mais c'est ce que nous voulons faire et ce que nous avons démarré à faire. D'ailleurs, dans les MOU américains, dans notre entente avec les Américains, si vous lisez ces MOU, vous allez voir que j'ai demandé aux Américains qu'on prenne en charge les relais communautaires. Donc, ce que je vous dis là est inscrit dans les MOU américains, vous pouvez vérifier ça. Mais, Monsieur le ministre, parce que vous parlez du MOU américain, il y a toute cette discussion qui dit que c'est parce que la nouvelle administration n'a plus financé l'USAID que nous connaissons ces cas d'épidémie. Pensez-vous qu'il y a un lien à cela? Bon, je pense que d'abord que vous me connaissez, je ne fais pas beaucoup de politique, hein, je fais vraiment de la technique. Quand je parle technique, je vois au moment où on a arrêté le financement américain, rappelez-vous, nous étions en pleine épidémie de Mpox. Je m'appelle encore, on était en train de planifier pour 16 millions de dollars de USAID, quand du jour au lendemain,
même le responsable du USAID ne venait plus aux réunions parce que c'était coupé. Et donc ça a été coupé au moment où nous étions en Mpox l'année dernière. Maintenant, le virus que nous avons ici, nous savons qu'il est venu d'un animal, de la forêt. Bien entendu, si on avait des laboratoires partout, si on avait des moyens de diagnostic partout, peut-être qu'on aurait gagné 1 semaine, peut-être qu'on aurait gagné 2 semaines, je n'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est que pour que notre système soit résilient, il a besoin de financement. Et donc, en cela, le fait de couper les financements, ça diminue la capacité à rendre le système résilient. Mais je ne vais pas faire de lien de cause à effet. Voilà, merci. Monsieur Glore Amfefere, allez-y pour votre question. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole. J'ai quelques préoccupations que j'adresse au ministre Roger Kamba. La première question, Monsieur le ministre, à quel niveau se situe la différence entre Ebola, Monkeypox et même Covid? Deuxième question, à ce jour, combien de pays ont apporté leur appui à l'RDC dans la riposte? Combien le gouvernement a pu capter en termes de financement? Et pour finir, la troisième et la dernière question, quel est votre degré de satisfaction en rapport avec le déroulement de la riposte plus d'1 semaine après l'annonce de l'épidémie? Merci. Alors je vais commencer par la dernière question. Je n'ai pas à être satisfait, j'ai à être efficace. Donc ce n'est pas une question de satisfaction, c'est vraiment une question d'efficacité. Je dis que nous sommes au début, je viens de dire qu'on a des problèmes logistiques pour distribuer encore tout partout, donc je ne peux pas être satisfait quand il y a des endroits où il y a encore des personnes qui n'ont pas encore réceptionné leurs équipements qui pourtant sont déjà sur terrain. Donc je ne pose pas ma question en termes de satisfaction, c'est vraiment est-ce qu'on est efficace, oui ou non. Je peux répondre en donnant des chiffres. Quand nous avons commencé, l'identification de nombre de cas contacts était très faible. Aujourd'hui, je peux dire que nous avons pu identifier plus de 3600 cas. Donc là, je vais dire, OK, ce niveau ici, ce pilier ici, il progresse. Maintenant, dans les 3600 cas, combien de cas sont suivis réellement? Là, j'ai dit, il y a encore de la marge pour progresser. Je vais regarder la prise en charge. Est-ce que tous les intrants de prise en charge sont déjà sur place? Oui, mais est-ce qu'ils sont déjà distribués? Est-ce qu'ils sont déjà donnés? Non, pas partout. Donc, je ne vais pas à 10 jours vous dire que je suis satisfait ou pas satisfait. Nous sommes encore en train de nous déployer. Il faut quand même vous mettre dans le temps en disant, nous sommes dans une guerre contre un virus. Est-ce qu'en 10 jours, on peut dire « je suis satisfait » ? Non, on peut dire « nous sommes en plein dans le travail ». Je répète encore, vous avez vu que je n'ai pas traîné, j'étais sur place 2 jours après la déclaration. Mais nos équipes sont sur place tous les jours. Il y a des équipes qui partent encore demain. Je vous ai dit que jeudi, il y a 100 tonnes d'équipements qui arrivent. C'est tout ça qui va nous permettre, peut-être dans 1 mois, dire est-ce que nous avons bien fait. Mais en 1 semaine, 10 jours, donnez-nous un peu plus de temps pour répondre correctement. Ça, c'est la dernière question que vous avez posée sur le degré de satisfaction. Maintenant, sur le nombre, la différence entre Mpox, Covid et puis Ebola. Mais ce sont d'abord, c'est des virus. Si vous prenez Covid, si vous prenez Mpox et Ebola, ils viennent tous des... Si vous prenez d'ailleurs même Covid, mais si vous prenez leur mode de transmission, ce sont des virus qui se transmettent. En tout cas, pour Covid, c'est une transmission aéroportée, alors que pour Ebola et Mpox, c'est le contact. Monsieur le ministre, essayons d'être un peu pédagogique. Aéroporté, ça veut dire par des postillons lorsque vous parlez. Vous voyez, toujours il y a des gouttelettes de salive qui sortent. Alors, la différence, elle va être beaucoup plus claire encore. Covid, vous portez le masque. Mpox et Ebola, le masque n'est pas obligatoire, sauf pour les travailleurs qui sont en contact avec les malades. Parce que ce n'est pas une maladie respiratoire. Mais maintenant, si on regarde en termes de nombre de morts, bon, Covid, vous vous rappelez, ce que ça a donné dans le monde. Ça a donné une pandémie, d'ailleurs à cause du fait que c'est respiratoire. Mais chez nous, Covid n'a pas été si méchant que ça. J'ai dirigé la task force de lutte contre le coronavirus, task force présidentielle, donc j'étais à la première loge pour voir. Covid chez nous a été moins méchant que
que dans d'autres parties du monde. Mais si vous prenez un pox, nous sommes arrivés, un pox, on en a encore des cas résiduels, même si l'épidémie n'est plus là, mais nous avons vaincu un pox après plus d'1 an et demi. Alors, Ebola, nous avons vaincu à Boulapé l'année passée, en 6 semaines. Mais c'est parce que c'était différent. C'était une zone où il n'y avait pas beaucoup de commerçants comme à Ituri. C'était une zone où nous pouvions maîtriser ce virus rapidement, tout simplement parce que c'était Zaïre. Zaïre est très spectaculaire. Quand il arrive, vous le savez pratiquement immédiatement, parce qu'on saigne de partout. Alors que celui-ci, il est plus discret. Il commence comme la malaria, fièvre, vomissement, diarrhée. Et c'est tardivement que vous voyez arriver les hémorragies. Parfois, les hémorragies n'arrivent même pas. Vous comprenez pourquoi parfois c'est difficile et pourquoi? Parce que le début de cette épidémie a commencé dans 3 zones directement parce que, en fait, ça se partageait sans que les gens se rendent compte que c'était une maladie grave. Mais Zaïre, un premier cas, vous le savez. Nous avons eu à Boulapé la personne qui a mangé l'animal mort, on l'a vu. Et on a vu l'infirmière qui a reçu cette personne et le laborantin qui l'a reçu. Tous, ils ont présenté des signes spectaculaires. Donc vous voyez que ce sont des virus différents. Mais pour Ebola, nous avons, malheureusement pour ce cas-ci, nous n'avons pas de vaccin. Alors que Covid, on a développé les vaccins. Alors que Zaïre, Ebola, Zaïre, on a des vaccins. Et que Mpox, on a des vaccins. Donc il y a beaucoup de différences que je ne vais pas toutes les énumérer. Mais c'est des maladies virales et malheureusement qui donnent des épidémies. Alors maintenant, épidémie, c'est-à-dire on regarde le nombre de personnes qui sont touchées. Parce qu'une maladie virale peut toucher 4, 5, 6 personnes, ce n'est pas une épidémie. Et quand ça commence à toucher un grand nombre, c'est une épidémie. Pour Ebola, nous avons défini qu'un seul cas, c'est une épidémie. Pour Ebola, vu la gravité de la maladie. C'est pour ça qu'on vous dit, cette zone de santé, vous allez voir dans une zone de santé où il y a 3, 4 cas confirmés. Mais pour nous, on compte cette zone de santé parce que c'est Ebola. Si on avait 4 cas d'Mpox dans une zone de santé, on ne dirait pas que cette zone de santé est touchée. Mais Ebola, on dit oui. C'est pour ça qu'il faut vraiment relativiser les chiffres que nous donnons. Maintenant, combien de pays ont apporté leur soutien et qu'est-ce que l'État congolais a fait? D'abord, nous avons un plan. Le plan, nous l'avons conçu ici, mais nous sommes partis en Ouganda pour discuter avec nos collègues ougandais parce qu'il y a des cas en Ouganda. Et nous avons discuté aussi avec nos collègues du Sud-Soudan parce que c'est frontalier, et nous avons revalidé le plan ensemble. Donc le plan que nous sommes en train de déployer, c'est un plan que nous avons amené au niveau régional. Ce plan-là, nous l'avons estimé à 319 millions de dollars. Nous, on l'avait estimé à 240 millions, mais quand tous les partenaires se sont mis, OMS, Africa CDC, CDC Atlanta, quand nous avons retravaillé avec tout le monde, on est monté à 319. Sur les 319 millions, les engagements sont déjà de plus de 300 millions. Et donc, vous voyez que je ne vais pas citer les pays, mais je vais vous dire les engagements pour atteindre ce plan. Dans ces 300 millions, l'État congolais a déjà sorti 20 millions. Voilà pour les 3 questions. Voilà. On va prendre la prochaine question avec M. Pichou Moulumba, qui sera suivi par M. Kevin Dinana. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole. J'ai 3 ou 4 petites questions au ministre de la Santé. La première, c'est que quelle forme de résistance, parce que vous avez parlé de la mobilisation des communautés, quelle forme de résistance communautaire observez-vous actuellement dans les zones affectées? Monsieur le ministre, les campagnes de sensibilisation sont-elles adaptées aux réalités culturelles et linguistiques des zones touchées? Troisième question, avec déjà 3 provinces et 11 zones de santé touchés et surtout les cumuls des contacts, vous l'avez dit aujourd'hui, vous avez parlé de 3600 contacts. Les gouvernements considèrent-ils cette épidémie comme contenable ou existe-t-il un risque réel d'expansion nationale? La dernière question, il s'observe une certaine confusion dans la communication autour de la riposte. Les chiffres avancés par vous, le ministère de la Santé, avec le ministère de la Communication, semblent différer de ceux publiés par Africa CDC. Qu'est-ce qui explique ces divergences dans la communication et la consolidation des données? Africa CDC ou l'OMS? Je parle d'Africa, l'OMS, oui.
Alors, je veux commencer par cette dernière question aussi. D'abord, la seule autorité qui peut donner les chiffres, c'est le ministère de la Santé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, sur terrain, tous les chiffres que nous donnons sont des chiffres qui viennent des agents du ministère de la Santé. Africa CDC, OMS, ils n'ont pas d'agents qui travaillent sur terrain. Ils ont des agents qui suivent au niveau des provinces l'évolution de tout notre système de santé en général et particulièrement cette épidémie-là, mais ce sont nos médecins qui travaillent, ce sont nos infirmières qui travaillent, ce sont nos agents communautaires qui travaillent et c'est eux qui donnent les chiffres. Et ce sont ces chiffres-là qui sont repris en boucle. Alors c'est très important ça parce que c'est nous qui validons. Je vous ai dit que même moi-même, les chiffres que je vous donne ne sont pas justes parce que nous les mettons à jour en permanence, nous les consolidons en permanence. Je peux vous parler maintenant, je vous dis, on a 1000 cas. Mais peut-être que quand je vais rentrer, on va me dire, oh, finalement, nous avons retiré 50 cas parce que ces 50 cas, je peux vous donner d'ailleurs des exemples, on m'a dit à Kinshasa, il y a des cas. L'OMS avait dit qu'il y avait un cas à Kinshasa. Même l'OMS a dit ça. Et puis, j'ai dit, oui, mais ils sont où ces cas? Oh non, mais telle personne présentait des signes. OK, pas de problème, on va tester. On teste, c'est négatif. Donc, je vais retirer cette personne de la liste. Mais je vous ai déjà dit 1000 cas. Mais je retire 50 personnes. Je rajoute 60 personnes. Vous comprenez pourquoi il ne faut pas se tenir à un chiffre comme s'il était magique. Les chiffres bougent tout le temps. Mais le plus important, c'est que c'est le ministre de la Santé qui peut vous donner les chiffres réels parce que ce sont nos agents qui donnent les chiffres qui sont publiés. Et donc, nous pouvons donner... Vous savez, les gens entrent en contact avec des gens sur terrain pour demander vous êtes à combien. Ils disent, oh, nous sommes à 700 cas. OK, mais ils ont eu un contact, mais ces chiffres ne sont pas consolidés. Même nous-mêmes, avant de parler, moi j'hésite beaucoup jusqu'à ce que j'arrive ici. Et d'ailleurs, le ministre Mouya peut le témoigner, au Conseil des ministres, moi, ma note arrive toujours en dernier. Vous savez pourquoi elle arrive, ma note, pour présenter au Conseil des ministres? Parce que je mets toujours les chiffres à jour en permanence. Et ça change. Et donc, on va vous dire, en gros, nous avons autour de 1000 cas suspects dans notre pays. Mais ça peut être 1050, ça peut être 950. Donc si vous allez dire, ouais, mais pourquoi le ministère tel a dit 950, vous dites 1000. C'est moi qui ai l'autorité pour vous dire, voilà, parce que c'est nous qui avons l'équipe qui consolide les chiffres, qui enlève ou qui rajoute. Et donc, ça ne me dérange pas. Monsieur le ministre, en d'autres termes, vous nous dites que l'OMS s'est réfère au ministère de la Santé en République démocratique du Congo pour avoir les dernières données sur l'épidémie. Absolument. Comment l'OMS va aller savoir ce qui se passe à Katwa, à Butembo, partout là, si nos agents n'ont pas été là? C'est nous qui donnons les chiffres à tout le monde. Et donc, quand quelqu'un dit, ben, ce chiffre-là, je ne le comprends pas, comment tu as le moyen de trouver un autre chiffre? Parce que c'est nous qui avons des agents sur terrain. Je viens de dire que nous avons perdu des gens. Ce sont ces gens qui travaillent qui vont nous dire, OK, dans mon hôpital, il y a autant de morts. C'est eux. Dans mon hôpital, j'ai autant de malades hospitalisés. C'est eux. Et ce sont ces chiffres-là que nous compilons. Et nous travaillons avec l'OMS, nous travaillons avec toutes les agences. Et ces agences-là partent avec ces chiffres. Mais nous, derrière, on continue pour consolider, pour changer, pour éventuellement améliorer ou dire c'est pire. C'est nous qui pouvons vous dire c'est pire. C'est nous. Voilà. Si je peux compléter le ministre, il faut que les choses soient bien claires et surtout que nous parlons aux médias. Parce que nous sommes dans une épidémie, le ministre a dit tout à l'heure qu'il y a quelques mois, nous avons terminé l'épidémie à Boulapé. Il n'y avait pas cette forme de panique mondiale. Nous ne disons pas que l'épidémie n'est pas grave. Elle l'est. Et nous donnons l'attention qu'il faut. Mais ici, il faut peut-être que les uns et les autres comprennent les processus à partir duquel les chiffres sont fournis à la fois à l'OMS, à Africa CDC ou à d'autres prestataires dans les secteurs. Parce qu'il ne faut pas donner l'impression que nous avons une communication A, que les autres une communication B sur un même événement. Le ministre, peut-être qu'il les redira, il vous a parlé des plateaux tout à l'heure. Plus on fait des investigations, plus on analyse des cas, évidemment, les chiffres vont monter. Régulièrement, lorsqu'il fait le point sur les épidémies en Conseil de ministres, il nous parle souvent des pics
Il dit là, nous sommes dans une phase ascendante, plus on fait des tests, plus on en découvre. À un moment, on aura comme un plateau, peut-être les points les plus élevés, et puis après, les chiffres vont décroître au fur et à mesure que la riposte et les traitements suivront. Et donc, il est important que sur cette question-là, spécifiquement, que les uns et les autres considèrent que nous avons fait le choix de la transparence depuis les débuts de cette épidémie et que les chiffres viennent de nos services. Je crois que le ministre a commencé par rendre hommage à nos médecins et à nos personnels médicaux. Je pense que ce serait justice qui leur sera rendue si les chiffres qui sont dits partout dans le monde sont référés comme des chiffres venant du ministère de la Santé et de ses services. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que par rapport à la situation actuelle, nous allons avoir encore de nouveaux cas, encore des décès et de nouveaux cas suspects qui augmentent. Pourquoi? Parce que maintenant, d'abord, nous les recherchons. Tant qu'on ne les cherchait pas, parce que les gens qui disent « oui, mais l'épidémie évolue sans qu'on se rende compte ». Donc, il y a des gens qui doivent aller se rendre compte. Et si quelqu'un tout à l'heure a dit « oui, mais on voit que la communication, les agents de communication ne sont pas là ». Ce sont nos agents. C'est quand ils vont arriver qu'ils vont nous dire « voici ce qui se passe ». Et donc, c'est très important d'avoir en tête que c'est vraiment le ministère de la Santé qui est sur terrain, qui donne des informations, bien sûr aidé par tous les partenaires. Mais les chiffres, si vous voulez vraiment vous en tenir aux chiffres, regardez plutôt le ministère de la Santé parce que ce sont des chiffres consolidés et nous vous les donnons sans cacher. Vraiment sans cacher. Moi, s'il y a une nouvelle zone de santé, même s'il y a un seul cas, je vous dirais, il y a une nouvelle zone de santé qui est touchée. Alors, maintenant, par rapport à la forme de résistance observée, je viens de rappeler ici que nous avons eu 2 attaques, notamment à Rwampara et à Mongwalu, des centres qu'on venait juste de finaliser pour mettre les gens à l'intérieur par des jeunes gens qui, eux, étaient convaincus qu'ils avaient le droit de prendre leurs camarades, aller l'enterrer eux-mêmes comme ils voulaient. Vous voyez que c'est encore très difficile de convaincre les gens que cette maladie-là est à contact et c'est dangereux de toucher le patient, c'est dangereux de toucher le cadavre parce qu'il est contagieux. Donc c'est une forme de résistance importante. Une deuxième forme de résistance qu'on a eue au début mais qui a beaucoup diminué, c'était la croyance que c'était une maladie mystique. Je vous ai raconté ici le phénomène du cercueil où les personnes pensaient que parce qu'on a sorti le premier cadavre d'un cercueil, on a mis dans un deuxième cercueil, ce premier cercueil a commencé à se venger et à attaquer les gens. Et c'est pour ça que les gens mouraient. Alors que c'est le fait d'avoir sorti le corps, de l'avoir manipulé, de l'avoir mis dans un deuxième cercueil, c'est ça qui a contaminé. D'ailleurs, c'est la source même de l'éclosion que nous avons maintenant. Et donc, il y a cette tendance à penser que c'est une maladie mystique qui est aussi une résistance. Je pense qu'il y a aussi des personnes importantes comme les pasteurs, comme les personnes qui sont vraiment des gens qui contrôlent les opinions, qui doivent aussi comprendre qu'il faut qu'ils arrêtent de dire aux gens « allez prier, ça va passer. Mettons-nous ensemble, ça va passer. » C'est dangereux parce que vous mettez des malades ensemble, ils vont contaminer d'autres. Donc il y a cette forme de résistance, là, c'est différentes formes de résistance, mais je crois qu'avec notre communication des risques et avec cet engagement communautaire que nous sommes en train de susciter, ça va diminuer. Vous avez demandé si la campagne de sensibilisation est adaptée. Oui, si nous mobilisons sérieusement les leaders locaux. Et on a vu dans toutes les épidémies que ce n'est pas parce que quelqu'un vient de Kinshasa qu'on va l'écouter. On va écouter plus facilement la personne qui a de l'impact sur la communauté. Et c'est vraiment ça maintenant que nous avons appris avec toutes les autres épidémies, c'est que maintenant nous devons vraiment mobiliser les relais communautaires, les responsables communautaires, parce que c'est eux qui adaptent mieux la campagne au niveau des communautés. Alors, est-ce qu'on va contenir l'épidémie? Je voudrais quand même vous donner un chiffre. En 2018, nous avons eu 2000 morts. Et nous avons contenu. Et on n'avait pas de vaccin. Et on n'avait pas de traitement. Et on n'a pas fermé des frontières. Et on n'a pas fermé les frontières. On n'a pas arrêté la circulation des personnes. Donc, je pense que nous sommes au tout début. On ne peut pas maintenant commencer à dire des choses sur lesquelles on n'a pas beaucoup de maîtrise. Ce qu'on sait maintenant, c'est que maintenant nous avons des chiffres qui commencent à devenir de plus en plus bien parlants parce que maintenant nous les analysons.
je vous ai dit qu'on a des cas qu'on a signalés à Kinshasa, mais quand nos équipes ont regardé, on dit mais pourquoi on a dit ça? Donc nous sommes maintenant en train d'éliminer, et vous allez voir quand nous allons sortir, parce que pour l'instant on ne le fait pas encore, quand nous allons sortir tout ce que nous avons éliminé des cas suspects, vous allez voir que les chiffres, en tout cas les chiffres qu'on donne maintenant, vont devenir un peu plus réduits, parce que nous aurons à ce moment-là sorti des gens dont nous sommes sûrs qu'on les a mis comme cas suspects, mais ils ne sont pas du tout suspects d'Ebola. Donc moi je pense, comme je l'ai dit, c'est que nous on se donne entre 4 et 6 mois, c'est mon point de vue, et c'est le point de vue de la riposte, et c'est dans notre plan, en considérant que c'est une épidémie majeure, on se donne peut-être 6 mois pour pouvoir la terminer. Voilà, merci. On va prendre les questions de M. Kevin Nyana, et puis je vais demander à Mme Bibi Chimbete d'avancer vers le micro, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, merci pour la parole. J'ai 2 questions. Une question pour le ministre de la Santé et l'autre pour vous. Monsieur le ministre, la Covid était un peu plus sérieuse et plus brutale. Mais le temps de confinement a été connu. Est-ce qu'on peut avoir une idée de combien peut prendre le temps de confinement pour quelqu'un qui est déclaré positif à Ebola? Le temps de confinement ou le temps d'incubation? Le temps de confinement, en fait. Il n'y a pas de temps de confinement. Il n'y a pas de temps de confinement. Ici, on isole le malade, on le soigne. Et le virus est éliminé dès que la personne... Bon, le temps d'isolement, ça prend combien de temps à peu près, en fait? Quand il est malade et quand on le libère. Oui. Mais on a eu Boulapé. On vient d'avoir une grosse épidémie à Boulapé. On a vu, au bout de 2 semaines, généralement, les gens... Quand la personne s'en sort, on va dire, ne décède pas, après, on attend juste que les virus ne soient pas retrouvés dans le sang. Mais ça prend 2-3 semaines. Et puis, la personne est... Mais Covid, ce n'est pas ça. Covid, c'était le confinement. Ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Okay. Covid, c'était des quartiers, des villes, des pays qu'on disait ici, personne ne rentre. Ce n'est pas la même chose. Okay. Là, on parle de la personne qui est isolée. On l'isole le temps de la maladie. Quand il n'est plus contagieux, c'est-à-dire au bout de quelques semaines, en principe, il n'est plus contagieux. En ce moment-là, on peut le libérer. D'accord. Monsieur le ministre de la Communication, vous êtes porte-parole du gouvernement. Qu'est-ce qui s'est réellement passé il y a 2 jours à l'aéroport de Bangoka à Kisangani? Vous parlez de l'aéroport de Bangoka. Je pensais qu'on allait parler de l'aéroport de Bunia, parce que nous sommes spécifiquement sur la question de la riposte. Sur la question de l'aéroport de Bangoka, je reviendrai avant la fin de ces briefings pour que nous puissions rester focus sur la question de la santé. Et d'ailleurs, c'est peut-être une perche, monsieur le ministre. Aéroport de Bunia, nous disons qu'on ne ferme pas les frontières, mais sur Bunia, qu'est-ce qui se passe à l'aéroport de Bunia? Pourquoi en avons-nous pris la mesure de la fermeture? Je l'ai expliqué, je pense, avant-hier au journal télévisé. J'ai dit que l'aéroport de Bunia, c'est un aéroport qui est en travaux. Pour tous ceux qui vont à Bunia, ils voient que cet aéroport est en travaux. Et donc, il fallait qu'on s'assure vraiment du circuit de notre programme national d'hygiène aux frontières pour le circuit des personnes qui arrivent et les circuits des personnes qui sortent pour qu'on soit sûr que toutes les mesures de sécurité sont prises. C'est pour ça que momentanément, on a décidé qu'on garde les vols humanitaires et qu'on arrête les vols civils, mais c'est une chose qu'on va relever très rapidement. Voilà, Madame Bibi Chimbete pour vos questions. Bonsoir, Monsieur le ministre. La République démocratique du Congo a l'expérience d'Ebola. C'est une phrase que nous avons beaucoup entendue ces derniers temps. Est-ce que le pays peut se féliciter aussi d'avoir développé l'expertise sur la prévention? Et puis, en parlant de la prévention, aujourd'hui, les efforts sont focalisés vers les 3 provinces concernées, affectées, que vous avez citées. Mais nous savons que la province de la Chopo est très connectée à Ituri. Alors, quelles sont les mesures que vous préconisez ou que vous avez peut-être mises en marche pour prévenir l'extension de la maladie compte tenu de mouvements de population entre les axes, notamment Bunia, Kisangani? Monsieur le ministre, quelles sont les leçons que vous avez tirées des 16 dernières épidémies pour permettre aujourd'hui au pays de mieux gérer l'épidémie actuelle et même de prévenir d'autres? Monsieur le ministre de la Communication, je vais vous poser une question. Bon, peut-être que vous allez répondre, vous deux. La province de l'Ituri, c'est une province qui a déjà beaucoup souffert. On connaît la situation humanitaire de cette province avant l'épidémie d'Ebola. Alors comment
voyez-vous la province après que vous allez déclarer la fin de l'épidémie? Comment voyez-vous le sort des populations ou de la population de cette province? Merci. Peut-être qu'il faudrait être plus précis sur la question, je ne suis pas sûr de l'avoir bien capté. Je parle de la crise humanitaire en Ituri. C'est une province qui connaît l'insécurité, des violences, beaucoup vraiment une crise humanitaire qu'on a déplorée bien avant la déclaration de l'épidémie. Tout à fait. Peut-être dans quelques mois, ça sera la fin de l'épidémie, mais quel sera le sort après de cette population? Est-ce que ça sera une population qui va retrouver en fait la crise qu'elle vivait déjà avant la déclaration de l'épidémie? Ok, j'aurai l'occasion de vous répondre, Monsieur le ministre, allez-y. Merci beaucoup pour les différentes questions. Vous vous rappelez que la dernière fois que j'étais ici, on était avec le professeur Mouyembe, mais aussi on est avec le professeur Placide, on est avec le professeur Aouka, on est avec le professeur Christian Gandou, on est avec toute la crème de spécialistes de Ebola dans la riposte, tous. Vous avez vu, quand je suis parti en Ituri, je suis parti avec des spécialistes. Quand je suis parti en Ouganda, je suis parti avec le professeur Mouyembe. Donc, on est vraiment tous les jours en train de discuter, de dire ce qu'on fait c'est bien ou c'est pas bien, qu'est-ce qu'on doit corriger et tout ça. Donc, vraiment, tout ce groupe-là travaille et c'est ça qui nous rassure parce que nous avons effectivement cette grosse expertise. Maintenant, la prévention d'Ebola, ce n'est pas nécessairement la même prévention que, par exemple, les maladies diarrhéiques. On dit qu'il faut de l'hygiène des mains, il faut boire de l'eau propre, il faut... Ici, c'est une maladie, une zoonose, c'est-à-dire une maladie qui vient des animaux vers les humains. Et le premier cas est toujours, en tout cas du moins quand la souche vient de l'animal, est toujours une transmission malheureusement liée soit à la manipulation, soit à la consommation d'un animal qui est infecté. Et c'est là qu'on ne sait pas pourquoi, à cet endroit-là, telle chose s'est passée. On a vu Ebola apparaître un peu partout, sans qu'on n'a pas une ligne comme ça pour dire, OK, voici ce qui fait apparaître Ebola. Boulapé, comme je vous ai dit, on sait, quelqu'un a consommé un animal. Et c'était Zaïre. Donc, ce n'est pas du tout la même souche. Ici, c'est, voilà, on découvre que c'est encore un animal. Là, on n'a pas retrouvé l'animal, comme je l'ai dit, parce que là, les signes sont très discrets. On ne sait pas qui est le patient zéro. C'est lui qui a été chercher le virus dans la forêt. Donc, la première prévention que nous disons, c'est vraiment le lien entre l'humain et la forêt. Ne pas consommer des animaux morts. Parce que dès que vous avez ramené le virus, malheureusement, il commence à se passer maintenant d'un homme à un autre, d'une personne à une autre, au-delà d'être de l'animal à l'homme. Donc vraiment, c'est la première ligne de barrière. La deuxième ligne de barrière, c'est la résilience du système de santé. Il faut que nous ayons des systèmes de santé capables de diagnostiquer rapidement. Je vous ai dit ici qu'on met les relais communautaires. Pourquoi? Parce qu'il faut des personnes qui surveillent en permanence la communauté pour voir apparaître des choses qui, même si eux-mêmes ne sont pas conscients, mais dès qu'ils nous les signalent, nous on comprend. Une maladie à fièvre hémorragique, dès qu'elle survient, un seul cas doit être une alerte. Un seul cas. Et donc, ça, c'est une deuxième prévention, c'est-à-dire avoir un système capable de détecter très rapidement. Et pour cela, on doit passer par, bien entendu, tout le modèle qu'on avait jusqu'à présent, mais surtout, en plus, les relais communautaires qui surveillent la population. Nous devons surveiller notre population en permanence. Le troisième niveau maintenant, c'est que quand on est sûr maintenant, il faut rapidement, mais rapidement isoler. C'est vraiment isoler et traiter. Isoler le malade, mais s'isoler soi-même avec tous les moyens de protection pour pouvoir y arriver. Et c'est pour cela que une des premières leçons que nous avons tirées, parce que c'est une des questions, c'est que nous devons disposer des laboratoires le plus proche possible pour faire le diagnostic. J'ai dit à mon dernier passage ici que justement à Bunia, on a un grand laboratoire que nous avons construit, c'est le président de la République, le chef de l'État, qui a construit. Nous avons un grand laboratoire en Bandaka que je devais inaugurer maintenant, mais ça nous retarde un peu, mais qui est prêt.
Nous avons un grand laboratoire à Kananga. Nous avons un laboratoire que nous construisons au Bandundu. Nous voulons donc disposer des moyens de diagnostic autour des zones où nous pensons qu'un virus peut survenir et nous devons le savoir le plus rapidement possible. Vous voyez, par exemple, là, on vient d'apprendre une leçon, c'est que nous étions partis dans Ebola Zaïre. Nous avons mis des cartouches d'Ebola Zaïre. Même à Bunia, ils ont fait, le 30 avril, ils ont fait le premier test qui était négatif. Pourquoi? Parce que c'était Ebola Zaïre. Donc maintenant, la leçon que nous apprenons maintenant, c'est qu'en permanence, les 3 souches, même si on ne les a pas eues pendant longtemps, on doit être prêt à les avoir. Donc ça, ce sont des leçons que nous apprenons avec des épidémies comme celle-ci. Au-delà de ces grands laboratoires dont j'ai parlé, nous devons décentraliser le diagnostic. C'est-à-dire que nous devons avoir des petits laboratoires mobiles le plus proche possible et notre stratégie, c'est d'en avoir dans chaque zone de santé. Le problème, c'est que nous avons 516 zones de santé. Vous voyez l'investissement qu'il faut faire pour avoir un laboratoire mobile dans 516 zones de santé. Et donc, c'est une leçon importante que de disposer un maillage de laboratoires autour du système. Un quatrième niveau de prévention, c'est protéger les prestataires de soins. Nous devons disposer dans tous nos hôpitaux, de manière générale maintenant, des équipements de protection parce qu'on ne sait pas d'où va venir la prochaine attaque virale. Vous voyez, on était à Boulap et dans le centre, et puis là on nous dit Bunia dans l'extrême est. Donc on doit donc être capable de répondre le plus rapidement possible. Alors, ce sont donc des leçons que nous avons tirées. Et puis la recherche. La recherche, je viens de vous dire que là, grâce aux différentes épidémies que nous avons eues, et surtout c'était surtout Zaïre, on a pu avoir maintenant un vaccin et un traitement. Donc nous devons continuer la recherche maintenant et beaucoup plus investir dans la recherche pour que, pour les virus qui arrivent, nous puissions rapidement les diagnostiquer et les traiter. Et peut-être enfin, aller vers l'investissement pour la production locale. Production locale des vaccins, production locale des médicaments. Parce que si chaque fois nous devons appeler à l'étranger, vous savez, pour Covid, une dose de vaccin coûtait au départ plus de 220 $. Quand vous demandez 1 million de doses, vous êtes à 220 millions de $. Vous les prenez où? Donc vous comprenez que c'est important que nous puissions en produire nous-mêmes ici. Et c'est pour cela que quand vous regardez le plan de développement sanitaire de notre système de santé, vous allez voir la production locale est une des priorités. Et d'ailleurs, le président de la République, quand nous étions à l'Union africaine où il était président, c'est là que nous avons dit non, l'Afrique doit pouvoir produire ses propres vaccins. Parce que nous importons 95%. Ça veut dire que tout vient de l'étranger. Et donc on ne peut pas se permettre ça. Donc c'est tout ça des leçons que nous avons tirées. Et pour la situation humanitaire, je vais peut-être, parce que la question était plutôt tournée vers la sécurité, était plutôt orientée vers le ministre Mouyaya, tout ce que je peux dire, c'est qu'elle nous complique la vie. Vous voyez, Goma, nous avons un cas à Goma, confirmé. C'est nous qui l'avons confirmé, hein. C'est nous ici. C'est notre système de santé qui l'a confirmé. Mais il faut qu'on puisse déployer la riposte, parce que ce cas a eu des contacts. Ces contacts, on doit pouvoir les suivre. Et si on ne les suit pas, on va se retrouver avec 10 cas demain, on va se retrouver avec 100 cas demain, et bien on va dire, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc c'est très important que certaines personnes que nous connaissons quittent notre pays, et notamment qui libèrent Goma. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Alors, sur la question de l'Ituri, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Ituri est une province qui est sous état de siège. Évidemment, même s'il subsiste encore de menaces sécuritaires, mais il y a des gros efforts qui ont été faits par le gouverneur Johnny Luboya dans le sens d'amener davantage de sécurité. Mais lorsqu'une épidémie comme celle-ci arrive, évidemment, ça rencontre un contexte qui est déjà assez complexe. Il y a des conflits communautaires. Le ministre a dit tout à l'heure l'appréhension des uns des autres. On pensait que c'était un conflit mystique. D'autres qui pensaient que, Mongwalu, c'est une région commerciale. D'autres qui pensaient, on veut nous contraindre à ne plus rechercher de l'or. On en voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, le ministre vous a dit que l'aéroport d'Ilituri est en rénovation. L'épidémie est évidemment un événement imprévu, mais je crois que les efforts qui vont être faits, y compris au plan de la logistique, parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent dire « Ah, on a reçu 100 000 tonnes ».
une chose est de les recevoir, mais une autre est d'être en mesure de les répartir. Le ministre a dit, je l'ai bien suivi, que l'Ituri, c'est 36 zones de santé. On en a 7 qui sont touchées. Mais je pense qu'en termes de prévention, il doit s'assurer que même si les 7 sont les zones prioritaires, mais que faisons-nous de 29 autres? Et donc, évidemment, avec l'expérience et tous les investissements qui vont se faire, l'Ituri pourra gagner en infrastructure, d'abord l'aéroport en cours, mais ensuite tous les efforts qui se feront pour renforcer les systèmes de santé et même le système d'alerte communautaire. Et donc, ici, il faut considérer que pour cette épidémie, nous mettrons tout ce que nous devons mettre, comme nous l'avons fait par les passés, pour pouvoir l'endiguer. Ici, c'est pour ça qu'il y a la question de la confiance dans la riposte, dans notre stratégie, est une question cruciale. Et si nous revenons régulièrement, nous communiquons tous les jours, c'est justement pour que nous puissions arriver à bâtir cette confiance dans un contexte où il existe la désinformation, dans un contexte où n'importe qui peut, à n'importe quel moment, poser des actes qui peuvent prêter à confusion. C'est pour ça qu'il est important que vous, les médias, vous puissiez rester pleinement mobilisés, que vous, les médias, vous puissiez davantage vous informer. D'abord, pour faire la différence entre Covid et Ebola, d'abord pour faire la différence entre la souche Zaïre, que nous avons vaincue, qui est une souche plus létale que la souche en cours, savoir que la souche en cours, ça prend peut-être 21 jours de temps d'incubation et que parfois les symptômes ressemblent à la malaria ou à la fièvre. Donc, il y a tous ces éléments, évidemment, avec les services du ministère de la Santé. On va vous appuyer dans ce sens pour que nous puissions être pleinement informés. Alors, on va prendre les 3 dernières questions. Vous en avez posé 5, madame. Ah oui, il y a une question sur la Chopo. Sur la Chopo. Alors, oui, c'est important. Pas seulement la Chopo, il y a le Haut-Ouélé qui est là. Pas seulement le Haut-Ouélé, il y a le Sud-Soudan qui est là. Pas seulement le Sud-Soudan, il y a l'Ouganda qui est là. Pas seulement l'Ouganda, il y a le Sud Kivu, enfin il y a le Nord Kivu. Parce qu'il ne faut pas que les cas continuent à aller. Je rappelle d'abord que pour la grande majorité des cas que nous avons sont à Mongwalu, donc dans la zone de santé de Mongwalu, c'est vraiment là où il y a le maximum de cas. Mais les autres zones, Rwampara, Bunia, toutes ces zones-là ont des cas. Mais c'est vraiment Mongwalu qui regorge le plus possible, qui est l'épicentre. Et donc, nous sommes en train de déployer maintenant, nous sommes en train d'abord d'acquérir rapidement des laboratoires de diagnostic. Je vous ai dit que le plus important pour nous, c'est quand on a repéré le cas, qu'on puisse dire c'est ça ou ce n'est pas ça. Parce que quand ce n'est pas ça, ça ne sert à rien de mettre un malade qui n'a pas ça à côté d'un malade qui a ça. Parce qu'il va être contaminé, le pauvre. Et donc, il faut diagnostiquer très rapidement. Donc, ce que nous sommes en train de faire comme stratégie maintenant, c'est de déployer d'abord des laboratoires dans les zones qui ne sont pas encore touchées. Et l'idée, c'est vraiment, on a fait le point d'ailleurs ce matin, on doit disponibiliser au moins une 50aine de laboratoires. Vous voyez quand même la logistique, c'est que ça prend. Il faut faire venir du pays où on les importe, il faut les amener jusque-là. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, quand on a 10 jours, ben, c'est peut-être, il faut quand même peut-être pas encore commencer à crier, il faut attendre quand même que les choses se mettent en place. Parce que dans n'importe quel pays, la logistique, même à la guerre d'ailleurs, la logistique c'est vraiment la chose la plus importante. Mais quand vous avez des routes difficiles, quand vous avez un endroit où il n'y avait pas d'ambulance avant, vous devez d'abord ramener tout ça avant de commencer à distribuer. Mais les endroits qui ne sont pas encore touchés, 2 choses. Premièrement, on est en train de mettre... d'identifier déjà les centres d'isolement. Même à Kinshasa, on a identifié des centres d'isolement parce qu'un cas peut arriver à Kinshasa. Hein. Vous savez que c'est 21 jours, donc un cas, le temps que ça tourne, quelqu'un peut se promener sans savoir qu'il est malade, et puis au 21e jour, les symptômes apparaissent. Et donc on doit savoir où est-ce qu'on le met. Et donc Kinshasa est dans les zones à risque, comme la Chopo, comme le Haut-Ouélé, comme le Sud-Soudan, comme nous on regarde même Maniema, on regarde même Tanganyika, on regarde tout ça parce que les gens se promènent. Et donc, une des premières choses que nous sommes en train de faire, c'est d'acquérir rapidement des laboratoires qu'on met à ces endroits-là. Deuxième chose, donc, avoir des endroits d'isolement prédéfinis.
Et troisième chose, avoir du personnel prêt à identifier correctement le patient. Mais nous sommes très attentifs à la Chopo. Il n'y a pas de cas à la Chopo maintenant, j'insiste. Il n'y a pas de cas en Autre-Ouélé, parce qu'il ne faut pas qu'on dise ça. Mais on est très attentif à ça. Voilà, Monsieur le Ministre, on va terminer avec la dernière série. Ce sera une question en français, Monsieur Jean-Pierre Kayembe, une question en Swahili, Monsieur le Ministre. Vous la prenez, une question en Swahili? Je vais la prendre en Swahili, mais je vais répondre en français. En lingala ou en français. Voilà, on va aller avec Monsieur Jean-Pierre Kayembe, Paulin Anganze et Madame Nathalie Sekaburo pour terminer pour les questions en Swahili. On commence par Monsieur Jean-Pierre Kayembe, s'il vous plaît. Ensuite, on va enchaîner les deux autres questions pour qu'on termine une fois pour toutes. Merci de la parole, Excellence. Une question à de petits volets. Vous avez survolé la situation des Goma. Je voudrais savoir comment s'organise concrètement la riposte là-bas avec un aéroport qui n'est pas opérationnel et une frontière fermée avec le Rwanda. Je voudrais avoir un peu plus de détails parce que ceux qui sont là-bas sont aussi les nôtres, quand bien même ils se trouvent dans une zone sous contrôle. Excellence, il y a des laboratoires, vous avez dit, des laboratoires avancés qui sont en train d'être mis en place. On a suivi tout récemment le SOS du gestionnaire de notre laboratoire national, Dr Mouyembe, sur la subvention qui vient de l'étranger. Trouvez-vous normal que notre principal centre de recherche biomédicale soit vive des subventions des étrangers et qu'il soit complètement abandonné par le gouvernement? Peut-être pour terminer, à Kinshasa, on est très inquiets. Les premières rumeurs nous ont vraiment fait paniquer. Vous avez dit qu'on est une zone à risque. Quelles mesures avez-vous prises pour détecter des cas éventuels et protéger les Kinois, en sachant qu'il y a une promiscuité terrible ici et qu'à tout moment, une propagation peut s'avérer très dangereuse? Merci. Alors, on prend la question de Paulin Anganze. Le ministre répondra une fois pour toutes. Asante. Mheshimiwa Waziri, tulitamani kujua ni hatua gani inayochukuliwa kwa ajili ya mji wa Goma ili ya kupambana na virusi vya Ebola, kwa sababu wiki iliyopita Waziri Muyaya alifahamisha ya kuwa hatua yoyote itachukuliwa baada ya kuondoka kwa M23 mnamo majimbo ya Kivu ya kusini na kaskazini. Kwa sasa ni nani anayesimamia? Peut-être qu'il faut aller. Il faut aller. Je veux vraiment être honnête, carrément. Je parle le Swahili du Katanga. Et ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Vous pouvez être certain de ça. En fait, je suis katangais, donc je parle le Swahili du Katanga. En français, mais posez ça en français, c'est plus en français, simple. Peut-être un ajout par rapport à la question de M. Kayembe. Comment, en fait, s'effectue la riposte dans la ville de Goma, une ville sous occupation de la rébellion? Parce que récemment, les ministres de la communication avaient conditionné toute intervention par les départs ou bien la libération des zones sous occupation. La deuxième question, j'aimerais savoir qui, en fait, comment se coordonne. C'était ça, en fait, la question, permettez. En fait, la deuxième question, qui gère la situation actuellement à Goma et à Bukavu? La troisième, pour finir, en tout cas, pour finir, la troisième question, il y a certains leaders d'opinion, notamment des pasteurs, qui sont en train de dire que Ebola, c'est une maladie montée de toutes pièces. Je ne sais pas, vous, en tant que gouvernement, que dites-vous par rapport à cela? Merci. Dernière question, Maman Nathalie, s'il vous plaît. Matondo mingi, nazana mituna mwa ebele, mais na kokomisa mukuse ya liboso ezali ete uto bokono oyo esakolami. Tomoni totalisi biso ete bakoni to ba malade bazali kozwa kisi to mino na nzela ya bilembo bazali kotalisa. Kasi tolingi koyeba ete boni kati na bango basi babiki. Ya mibale ezali ete mikakatano nini bozali kokutana nango mpona kokoma epai ya baye oyo bazali na bosenga ya kozwa bakisi.
to ya kozwa kotia bango penepene po te babika. Mosusu etali ete maloba nini okoki koyebisa na bayimboka nini oyo bakoki kolia te nini oyo bakoki kosala te po te bakutana na bokono oyo ya Ebola te. Yango na nde mituna na nga. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, riposte à Goma, la réponse n'est pas nécessairement technique au niveau médical. Vous connaissez la situation de Goma. Nous avons, nous, annoncé deux vérités. La première, c'est que c'est notre population, c'est à nous de gérer. La deuxième, c'est que sans accès à Goma, nous ne pouvons pas gérer. Vous avez peut-être suivi que la responsable nationale de l'OMS est à Goma. J'étais avec elle ici, j'étais avec elle à Bunia. Elle m'a dit, écoute, moi je vais aller à Goma. Je lui ai dit, je ne sais pas par quel chemin toi tu vas passer, si tu as des entrées là-bas, mais nous avions, nous, demandé, du temps de Mpox déjà, un couloir humanitaire. Nous avions, nous, demandé que la riposte, que ce soit Mpox ou maintenant, ne soit pas une riposte séquencée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas une riposte du pays et puis une micro-riposte de Goma. Parce que ça ne va pas être efficace. Vous voyez que le cas de Goma, c'est un cas qui est venu de Bunia. Ça veut dire que nos populations bougent. On peut, bien entendu, occuper militairement un territoire, mais on ne peut pas gérer la population si vous n'avez pas l'adhésion de cette population. Et la population bouge. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire une riposte isolée. La riposte doit être une riposte globale. Parce que si quelqu'un quitte Goma par son chemin qu'il a décidé, il se retrouve à Butembo, comment nous allons savoir que c'est un cas contact si nous n'avons pas la gestion de ces cas-là sur terrain? C'est pour cela que nous le disons depuis le départ, et je l'ai dit tout à l'heure aussi d'ailleurs, il y a des personnes qui doivent quitter notre pays. C'est la solution pour que nous déployions la riposte. On peut ergoter comme on veut, mais je vous donne ces deux exemples-là. Quelqu'un qui quitte Goma, qui arrive à Butembo, qui a un cas contact, comment nous allons le savoir si nous n'avons pas le suivi de cette personne? Et quelqu'un qui arrive à Butembo, qui arrive à Goma, et nous, dans notre répertoire, nous nous rendons compte, oh, celui-ci, c'est un cas contact. Nous signalons à qui? Donc, pour moi, la solution, elle est ce que tout le monde connaît, il faut que le Rwanda quitte notre territoire national. Point final. Ils n'ont pas l'expertise, ils n'ont pas les moyens de gérer, ils ne peuvent pas. D'ailleurs, ils ont été d'une méchanceté extrême. Le règlement sanitaire international dit qu'il ne faut pas fermer la frontière. Pourquoi ils ont fermé la frontière? S'ils sont gentils avec la population de Goma, pourquoi ils ont fermé? Donc, je ne peux pas commencer à vous dire, voilà comment on fait à Bukavu, voilà, on doit libérer nos territoires et déployer la même riposte partout. Gardez juste à l'esprit que quand quelqu'un se déplace, nous, aujourd'hui, les 3600 personnes dont je vous ai parlé, les cas contacts, nous vous disons où ils sont en train de partir. Mais nous devons les suivre pour dire à tel endroit, faites le test à telle personne. Mais si quelqu'un quitte Bunia, comme c'est le cas, arrive à Goma, nous disons à qui? Et le ministre a d'autant plus raison, pour vous donner l'exemple même du cynisme. Il a parlé du corridor humanitaire. Il y a eu un sommet à Paris le 30 octobre de l'année dernière, où on parle de l'ouverture de l'aéroport de Goma pour des besoins humanitaires. Jusqu'à aujourd'hui, pas ouvert. Vous fermez la frontière, l'aéroport n'est pas opérationnel. Comment le ministre ici présent va déployer ses équipes de riposte pour faire le suivi des différents cas? Et lui-même en tant que ministre, parce qu'il ne faut pas vous tromper, autant nous suivons la situation à Ituri, autant nous la suivons à Goma. Lui-même, en tant que ministre national, devrait pouvoir y aller aussi pour s'assurer de la mise en place et de l'effectivité du dispositif. Comment on les fait dans un contexte d'occupation des forces qui ont montré qu'en réalité, les vies humaines congolaises ne les concernent pas. Ils n'en ont ni l'expérience,
ni la volonté, ni l'expertise. Et donc aujourd'hui, nous, dans les cas des discussions que nous avons avec les médiateurs, je pense que ceci est un point important parce qu'on ne peut pas faire une riposte isolée. C'est national, parce que les Congolais qui étaient à Mongwalou, certains peuvent se rendre à Goma, à Butembo. Le ministère de la Santé, à travers les services habilités, doit être en mesure de suivre partout. Et puis, je rappelle, pour terminer, le ministre est ici présent. Souvenez-vous, janvier-février 2025, lorsque nous faisions les bilans de l'horreur qu'a connu Goma, les zones de santé transmettaient des éléments. On en a compté presque 10 000 morts. Mais les médecins ou les responsables des zones de santé qui nous informaient, certains ont subi des représailles parce qu'il y avait une volonté à tout prix de cacher la vérité. Et donc aujourd'hui, nous tenons compte, y compris, de la nécessité de protéger les personnels qui est là-bas. Et donc il faut regarder la question. Monsieur le ministre, il y avait la question de monsieur KMB. Est-ce qu'il y a des kits en attendant pour sauver ce qui peut l'être? Est-ce qu'il y a des kits qui sont envoyés là-bas? Je voulais vous répondre. Je voulais vous répondre justement. C'est pour ça que j'ai commencé par la personne, la responsable de l'OMS qui est partie là-bas. Je ne veux pas donner l'impression ici que si nous envoyons des kits, nous faisons quelque chose. Je viens de vous dire que c'est la riposte que nous devons amener là-bas, pas des ressources matérielles. Je vous redis, quelqu'un qui quitte Goma, qui va à Butembo, si nous ne sommes pas au courant, il va ramener le virus. Quelqu'un qui quitte Butembo, qui quitte Bunia, comme c'est le cas, est parti, c'est un contact. Nous allons suivre les contacts jusqu'à un moment où on ne peut plus suivre parce qu'il est à Goma. Donc ça n'a aucun sens. Ce que nous devons ramener, et c'est peut-être le message le plus important, et ça répond à toutes les questions, c'est que nous devons amener la riposte. Pas seulement des couloirs humanitaires. Nous devons ramener la riposte. Et la riposte, c'est tout ce dont nous avons parlé, dont la traçabilité des contacts. Parce que c'est eux qui diffusent la maladie. Et si vous ne les tracez pas, ben vous allez avoir la maladie qui continue à se propager. Donc on ne peut pas juste dire on va ramener des kits. On doit ramener la riposte. Voilà. Alors maintenant, vous avez posé aussi la question sur l'INRB. J'ai déjà répondu à cette question aussi en disant tous les travailleurs de l'INRB sont payés par l'État. Donc l'INRB n'est pas abandonné. Ce sont tous des fonctionnaires de l'État payés par l'État. Ce que j'ai dit par contre, c'est que la subvention à notre système de recherche en général, et l'INRB fait partie de notre système de recherche, est très faible. Et c'est pour ça que le professeur Muyembe avait fait ce cri d'alerte là. Mais il a dit INRB, mais en fait il parlait de la recherche. Et notre recherche, quelles que soient les universités, nous savons que cette subvention est faible. Et toutes ces leçons, j'ai répondu à une question tout à l'heure en disant une des leçons apprises, c'est que nous devons subventionner vraiment notre recherche. C'est grâce à ça qu'on va trouver les vaccins, c'est grâce à ça qu'on va trouver les traitements, et c'est grâce à ça que nous allons avoir des réponses adaptées à notre propre pays, parce que la recherche occidentale est souvent basée sur les problèmes occidentaux. Vous voyez l'Mpox. Mpox, quand nous avons Mpox ici depuis 1970, on n'avait jamais eu de vaccin. Mais quand l'épidémie d'Mpox a commencé aux États-Unis et en Europe, en quelques mois, il y a eu le vaccin. Nous en avons profité après, mais depuis 1970 jusqu'à l'épidémie aux États-Unis il y a 2 ans, eh ben, il n'y avait pas de vaccin. Donc ça montre que la recherche elle est orientée en fonction des besoins de chacun. Nous devons nous-mêmes faire notre propre recherche pour répondre à nos propres besoins. Et on doit financer plus la recherche, dont l'INRB. Alors, Kinshasa est inquiet, oui, Kinshasa est inquiet, mais le pays est inquiet. Les gens qui sont à Bunia sont très inquiets. Les gens qui sont à Chopo sont très inquiets. Les gens nous sommes tous inquiets. Et nous avons mis toutes les provinces qui sont en contact direct avec Bunia comme des zones à risque. Et Kinshasa est une zone à risque. Parce qu'il y a des vols directs. Kinshasa est une zone à risque. Mais la seule réponse que nous pouvons donner, c'est mettons les mesures de santé publique adaptées, c'est ça qui va nous protéger. Il y a eu Covid. Encore une fois, j'ai la chance d'avoir été à la barre en ce moment-là. Je peux dire que nous avons répondu à Covid, les Africains en général, mieux que beaucoup de pays.
Vous vous rappelez les morts qu'il y avait en Italie pendant Covid? Vous vous rappelez les morts qu'il y avait en Espagne, aux États-Unis? Pourquoi? Parce que ces pays-là n'étaient plus beaucoup habitués aux maladies infectieuses. Et c'est pour ça qu'ils n'étaient pas vraiment prêts. On peut leur reprocher en disant, vous avez tout, mais pourquoi vous n'étiez pas prêts? Comme nous, on peut nous reprocher, oui, mais pourquoi vous n'êtes pas prêts? Devant une épidémie, c'est rare de trouver un pays qui est prêt complètement. Alors, donc en français, donc toutes vos questions, c'est par rapport à Goma, Bukavu, et donc c'est la même réponse que je vous donne en disant, c'est la riposte que nous devons amener à Goma, Bukavu, pas quelques équipements, pas quelques kits, mais la riposte. Et pour cela, il y a des conditions, et la première, c'est que nous soyons capables d'y arriver en sécurité pour faire la riposte, et ça, c'est une question que le ministre de la Santé ne peut pas résoudre, mais qui doit être résolue parce qu'on en a besoin. Alors, maintenant, il y a des pasteurs qui disent que c'est une maladie montée. Et je l'ai dit au départ, si nous continuons comme ça, il y a d'ailleurs des pasteurs qui peuvent être contaminés. Et en ce moment-là, ils verront si ce sont des maladies montées et ils pourront venir après nous dire comment ça s'est passé. Maintenant, pour vos questions, madame, vous avez dit traitement symptomatique. Est-ce qu'on peut avoir... Quelles sont les difficultés que nous avons pour atteindre les personnes qui ont besoin de traitement? D'abord, premièrement, nous disons encore, quand vous êtes malade, ne restez pas chez vous. En Alingala, il faut dans le bango d'Alingala. Au Tunis, ceux qui bateau bazobela, bazala bokono ya Ebola. Ndenge nini bakokozwa bakokosoni ntoya nango pona kokoma esika bayali ndenge nini akopesa bango bakisi surtout bakisi wana ezali ndenge olobi tozopesaka bakisi ya symptômes kaka fièvre, diarrhée, vomissement, yango nde tozopesa. D'abord nalobi que bakisi wana ezali penza na tina parce que ceux qui mutu abeli ezaka kate virus ezape ba virus wana epesi nini epesi kosanza epesi pulupulu epesi fièvre epesi ba infection epesi hémorragie donc bato bazo zangisa makila na bango ebele mais biloko nyonso wana toko salisa yango et so osalisi yango okobikisa mutu parce que virus ceux qui eumeli na nzoto ebi ndenge nini ya kobengana yango mais ceux qui mutu aza na pulupulu il faut kozongisela mai yango bakomaka penza très 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 fatigué et yango penza ba traitement wana ba kisi wana ezali pe important mais ndenge nini ya koma esika bato oyo baza nango besoin mais baza musika ya yambo il faut koyebisa bato ceux qui obeli yaka nano na centre de santé ezala te ke okei nano epai ya nganga kisi okei nano epai ya kingandi soki omoni ke ekomi mpasi nde oye parce que yango nde tozomona motu moko atunaki awa résistance nini oza nango résistance mosusu tozomona eza bato bazokenda nano epai ya banganga akena nganga mpe alobi nayebi kosalisa bokono wana erreur wana kosala yango te oya nano biso mpe moko tozokenda koluka bato yango biso moko ce qu'on fait la recherche active tokenda koluka bango mpona kobisa bango boya topesa bino bakisi boyebisa biso nani azobela nani akutanaki na moto ya bokono mpo aya tosalisa ye bageste barrière nini nauti koloba ke ezali nazopesa exemple oyo professeur Muyembe apesaki professeur Muyembe azalaki lero amonaki bokono wana yambo na 1976 bazalaki kozwa bamakila ya bato kutu balati ata gante mais mpo nini abeli te parce que à chaque fois ce qui a silisi kaka a sokoli maboko omoni ke kosokola maboko eza vraiment important kosokola maboko eza neti geste moko ya muke mais eza muke te parce que soki eza na virus na maboko mpo opesaki mutu loboko mpo osimbaki eloko so osokoli ekei donc c'est un premier geste très très important. Le deuxième geste eza soki oza na mutu azobela soki mutu azobela kosimba ete vraiment kosimba ete parce que virus ezobima na ba mai nyonso ezobima na nzoto na ye ezala makila ezala kosanza ezala nyei ezala masuba nyonso wana eza na virus kosimba yango te. Troisièmement ceux qui
oza munganga ou bien oza infirmier ou bien lata tedu na yo ya protection parce que muto a pembeni na yo ako kosola lokola azobela aza na bokono na ba mai nyonso nzoto na ye so akosoli okozwa ba virus wana donc ba mesure barrière yango wana et puis surtout ko signaler mutu aza na fièvre na makila il faut ko signaler tosi tomoni ebele awa na Kinshasa ba signaler biso ebele mutu moko azali awa azobela makila ezobima totali boye eza yango te mais tosali test mais ko signaler. Voilà. Monsieur le ministre, merci beaucoup. C'était long, mais pédagogique. Et merci parce que vous serez toujours disponible. Je crois que nous aurons peut-être un briefing la semaine prochaine. On verra en fonction de l'évolution. Peut-être qu'on reviendra plus tôt. L'essentiel ici, chers professionnels de médias, c'est de vous démontrer que nous avons, nous, rien à cacher. Nous le disons, nous avons l'expérience, nous avons l'expertise. Et dans les traitements justement de cette maladie, la prévention, l'information, la sensibilisation, la communication communautaire est un élément essentiel. Ici, à la suite évidemment du président de la République qui est particulièrement mobilisé, les ministres de la Santé, mais aussi tous les ministres, tous les membres du gouvernement directement concernés par la transversalité du sujet ne sommeillent pas. Et donc il faut considérer que vous avez un gouvernement qui a de l'expérience dans la gestion. Le ministre vous a parlé des épidémies tout à l'heure qu'on a connues, comment ces épidémies ont été traitées. Le rappel ici, et c'est le plus important, c'est que vous devez observer les mesures préventives. Et dans les mesures préventives, je pense que c'est aussi vous informer constamment à la bonne source. Évidemment, il y a des difficultés. Nous ne pouvons pas vous dire que tout est en place. Nous ne sommes qu'au 11e jour de l'épidémie. Tout s'est fait en même temps, avec un personnel médical héroïque. C'est d'ailleurs l'occasion de renforcer les hommages que les ministres leur ont rendus en début de cet exercice de redevabilité. Évidemment, nous allons vous impliquer, pas seulement ceux qui sont ici, mais ceux qui sont aussi dans les provinces touchées, les notabilités, pour que nous tous, nous puissions être mobilisés dans la prévention et dans la diffusion des bonnes informations. Monsieur le ministre, peut-être que vous avez un mot pour terminer. Oui, le premier mot et le plus important, encore une fois, c'est vous dire que nous avons un personnel de santé très dévoué et qui paye le plus lourd tribut dans cette épidémie. Et nous, moi-même je suis médecin, nous sommes tous derrière ce personnel de santé pour l'encourager, pour le soutenir. Et comme j'ai dit au début, nous, au niveau du ministère de la Santé, nous allons tout faire pour améliorer ses conditions de travail immédiates, mais aussi améliorer ses conditions de vie. Nous disons aussi que nous sommes la source d'informations que vous devez consulter parce que nous n'allons pas vous cacher. S'il y a un cas à Kinshasa, on vous dira. Si quelqu'un vous dit « Bazo Bombabino », non, c'est faux. On vous dira parce que si on vous cache, l'épidémie ne va pas s'arrêter parce qu'on a caché. Donc si nous vous disons qu'il n'y a pas de cas à Kinshasa, il n'y a pas de cas à Kinshasa. S'il y en a, ben on vous dira, parce que l'objet est comme à 5, comme à 10, il y en aura 50, et on vous a dit, mais pourquoi vous nous avez caché? On ne peut pas cacher une épidémie, on doit tous être debout pour pouvoir la détecter et l'arrêter. Et peut-être dire, nous avons un chronogramme que nous sommes donné avec l'expérience que nous avons, avec ce que nous pensons. Nous pensons que dans les 4 à 6 mois, on devrait arriver à arrêter cette épidémie. On saura à combien de cas contaminés, personne aujourd'hui ne peut le dire. On saura à combien de morts, personne ne peut le dire. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on met les moyens pour que ça soit le moins possible. Rappelez-vous que l'épidémie de 2018 s'est terminée en 2020. Et donc nous, quand nous disons 6 mois, vous voyez que nous avons vraiment compressé. Nous voulons mettre le paquet pour que ça se termine dans les délais les plus courts possibles. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup à vous, Mesdames et Messieurs de la presse. Merci à tous ceux qui nous ont suivis à la maison et observé les mesures préventives dont on a parlé, notamment la bonne information. Merci et bonne soirée chez vous.